pense pas. Il suffit qu'il voit des ministres et des gens qui sont en train de manifester, ils pensent que il faut les brutaliser. Non, la police peut encadrer des mouvements. Comme cela. C'est ce qui se fait. Voilà, on va essayer d'aller rapidement maintenant pour se poser la question de savoir maintenant que les états généraux se sont tenus, et si je m'en tiens à ce que disait Delors, ces états généraux se sont bien déroulés dans l'ensemble. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les résolutions ont une chance d'être véritablement appliquées pour qu'on puisse connaître ce changement que tout le monde attend du monde de la communication, François? Ben, écoutez, je dois dire quand même une chose, pour soutenir ce que j'étais déjà en train de dire, mais pour montrer quand même une avancée. Les gens de la commission scientifique connaissaient le panorama médiatique du Cameroun. Et que quand bien même, comme je le soupçonne, ils seraient venus avec des résolutions qu'ils devaient débattre entre eux, sans parfois tenir compte de ce que nous avons dit, mais peut-être qu'ils en ont tenu compte par rapport à leur résolution au départ, pour voir qu'est-ce que les journalistes eux-mêmes ont dit de leur métier, ou des communicateurs, pour rester... Vous allez rejoindre là la position du président du SNJC qui pensait que le ministère avait un plan secret qu'il voulait appliquer plus tard. Je ne veux peut-être pas le dire avec autant de rigueur. Je me dis, c'était d'éminentes personnalités. Des gens dont l'intelligence ne pouvait sous aucun prétexte être mis en doute. D'un autre côté, des gens qui sont aussi, pour la plupart des Camerounais, qui ont souffert de la situation qui était celle de la situation médiatique au Cameroun, et qui ont, en leur âme et conscience, voulu effectivement apporter quelque chose. Parce que si j'ai dit que je n'ai pas eu le sentiment que ce qui s'est dit dans les différentes commissions qui ont été créées s'est répercuté de façon... Je ne m'attendais pas à ce que ce soit fidèle, mais qu'il y ait quand même comme une prise en compte de ce qui avait été fait. On peut se dire que quand bien même ils auraient eu un communiqué final secret, ce communiqué a été quand même discuté. Parce que, vous ne l'ignorez pas, nous étions ensemble, la cérémonie de clôture devait avoir lieu à 16h. C'est à 23h très exactement qu'elle a commencé. Ce qui montre effectivement que les débats à l'intérieur de ce comité scientifique étaient houleux et qui montre la volonté de bien faire. Donc ce n'est pas une accusation que je dis, que je fais, mais j'essaye de dire que quand bien même ils auraient eu un élément secret qu'ils voulaient mettre à la discussion dans ce comité scientifique, j'ai seulement pensé que ce n'était pas très bon que l'on fasse venir des gens pour que, effectivement, leur point de vue ne soit pas pris en compte. Mais, par rapport à la question que vous me posez, je dois dire que, quand on a écouté ce communiqué final a tenu compte d'un certain nombre de faits qui, si effectivement, ils étaient mis en œuvre immédiatement, le panorama médiatique camerounais changera de façon certaine. Il y a déjà une définition de qui peut être journaliste au Cameroun. J'insiste sur ce côté-là. Il y a un certain nombre d'avancées par rapport au financement des médias au Cameroun. Parce que voyez-vous, si la situation est devenue celle qu'elle est devenue, c'est parce que le journaliste camerounais, exception faite de ceux qui travaillent dans des institutions autrement connues, c'est-à-dire dans des médias qui n'ont plus rien à démontrer, et que même d'ailleurs dans certains de ceux-là, on trouve des salaires encore de catéchistes qui ne permettent pas aux journalistes de joindre les deux bouts. Alors, s'il y a un financement adéquat qui va permettre que nous n'ayons plus seulement des publications à l'emporte-pièce, mais que nous ayons des vraies entreprises de presse, alors à ce moment, il y a un grand nombre de problèmes qui trouveront déjà leur solution à partir de ce financement. Et bon, maintenant, nous attendions quand même quelque chose sur la dépénalisation des délits de presse. Et là, la commission scientifique a encore biaisé en envoyant, je n'ose pas dire au calendrier grec, parce qu'on sait au Cameroun que quand on dit qu'il y a encore une réflexion à mener, on sait que c'est une chose qu'on attendra longtemps. On risque d'attendre éternellement. Alors, oui, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même la volonté politique
dans tout ce qui a été fait jusque-là et que peut-être on peut espérer que cette fois-ci au moins les résolutions de ces assises seraient mises en œuvre. Du moment où, comme disait François tout à l'heure, du moment où ils ont convoqué tout ce beau monde, les imminentes crises et tout le reste, nous pensons à partir de là qu'il y a cette volonté politique. Nous pouvons le dire. Pour revenir à ce qu'il disait tout à l'heure sur les plans secrets, entre guillemets, nous avons fait partie des commissions, et notamment sur la dépénalisation de la presse, nous étions dans la commission portant sur le cadre juridique et institutionnel et de la publicité. Et justement sur la dépénalisation de la presse, par exemple, sur le délit de diffamation, qui est la plupart du temps reproché aux journalistes sur les articles qu'ils font publier, font paraître dans leur colonne. Pour le cas du directeur de publication, par exemple, qui ne descend pas sur le terrain, qui n'a pas été à la collecte des informations, qui n'a pas traité l'information, qui ne fait pas publier. Généralement, voyez-vous, le directeur de publication, c'est celui-là, c'est un... c'est le responsable. Exactement. Oui, c'est le responsable, certes. Mais c'est quand même le chef d'une entreprise. Aujourd'hui, on veut que les organes de presse deviennent des entreprises de presse. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes des entreprises, chefs d'entreprise. Donc nous confions les rédactions au professionnel qui est le rédacteur en chef. Ouais. C'est lui qui gère tous les articles qui doivent paraître. Et quand on vient nous dire que quand il y a un délit de presse qui est constaté et qu'il faille poursuivre son auteur au même titre que le directeur de publication, ce n'est pas pour nous dérober notre tâche de responsable. Loin de là. Nous les employons. Mais vous estimez quand même que voilà. tout à fait injuste. Oui, c'est injuste. Je m'explique. Allez-y, très Il y a une rapidement. violation d'un principe de droit qui veut que la responsabilité pénale est individuelle. Ça, c'est d'un. Et de deux, l'article 114 du Code pénal qui veut qu'il y ait une intention. Quand on poursuit dans le directeur de publication, parce qu'il est responsable, je pense, en ce sens qu'il y a une violation de ces deux dispositions. Alors, Souley, maintenant que c'est terminé, vous avez bon espoir que on va voir tout ça concrétisé de sitôt, ou vous pensez que ça peut arriver quand on sait un peu les pratiques souvent au Cameroun qui font qu'on ait des très belles lois, qu'on ait des belles choses qui sont organisées, mais maintenant au niveau de l'application, ça pose toujours problème. Je pense qu'il est souhaitable que toutes les résolutions soient passées à l'Assemblée nationale, soit qu'elles s'expriment et s'imposent aux uns aux autres parce qu'elles sont devenues des lois. Sinon, une assemblée comme les États généraux, quelles que soient les résolutions qui sont prises, si elles ne font pas office de loi, on ne sait pas comment elles vont s'imposer à certaines personnes. Et l'autre chose, c'est que je voudrais juste faire une virgule par rapport à ce que le DP disait tout à l'heure. La responsabilité du directeur de la publication doit être maintenue dans le cas, n'est-ce pas, de la poursuite en justice, parce qu'il y a des directeurs de publications qui font des papiers commandes. Vous savez, il y a des directeurs de publication qui font faire telle chose à leurs journalistes, et il ne serait pas souhaitable que le journaliste, n'est-ce pas, in fine, porte seul le chapeau. Mais non, je voulais dire aussi que, nous parlons de ces résolutions et recommandations. Une fois encore, on a parlé d'un comité de suivi, on a parlé de telle ou telle chose. Il faudrait tout au moins qu'on arrive à la situation où on délivre véritablement les licences d'exploitation aux entreprises qui existent dans l'audiovisuel. Il faut mettre fin, n'est-ce pas, à la tolérance administrative qui, à un moment donné, constitue un blocage pour une ou deux raisons. C'est-à-dire qu'on vous a donné le cahier de charges pour ce qui est la création d'une radio ou d'une télévision. Alors, dans le cahier de charges, il y a des charges, comme les salaires par exemple, comme la CNPS. Or, dès lors que vous fonctionnez sur le coût de la tolérance administrative, premièrement, vous ne payez pas les salaires. Deuxièmement, vous contentez peut-être, n'est-ce pas, l'administration. Troisièmement, vous,
les patrons s'engraissent au détriment des ouvriers de la presse, alors de ces médias audiovisuels. Et c'est pour ça qu'en réalité, on a constaté qu'ils sont très peu nombreux, ceux qui travaillent dans ces médias, dans les médias, que ce soit dans la presse écrite, alors dans les médias audiovisuels, et qui ont un bon salaire, qui peuvent revendiquer la survie permanente dans leur famille. Et l'autre chose que je voudrais aussi invoquer ici, c'est que cette histoire, le comité scientifique, il fallait s'y attendre. Et il a été, n'est-ce pas, il était rempli d'universitaires. Et les universitaires, pour la majorité, ne voyaient pas les journalistes d'un bon vue. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a eu le sentiment que c'était les états généraux de la presse et non de la communication. Parce qu'à tout moment, quand un orateur prenait la parole, il indexait, il tirait à boulet rouge sur les journalistes. C'est vrai, les autres métiers comme la publicité, les relations publiques et autres sont des nouveaux métiers de la communication, mais je pense qu'il faut qu'on preste de plus en plus attention, n'est-ce pas, et ne pas penser que le journaliste, n'est-ce pas, est l'anti-société. Même s'il est le contre-pouvoir, mais il faut admettre que grâce aux journalistes, on a pu lever les lièvres. Et grâce aux journalistes, on avancer la société. C'est un acteur primordial. Et je voudrais aussi, parce qu'on parle, n'est-ce pas, d'une subvention ou alors d'un compte d'affectation qui serait mis sur pied. Il est à souhaiter que ce compte d'affectation ne soit pas à l'image du compte d'affectation spéciale du ministère de la Culture, où on apprend que le président de la République, à partir de ces décrets, a fait une dotation d'1 milliard par an aux artistes pour la promotion, la création, mais que ceux-ci ne perçoivent rien. Et on espère aussi qu'on va finalement démanteler l'affaire de l'aide publique à la communication privée pour rentrer maintenant dans le créneau des subventions. Parce que si on veut des entreprises de presse viables, il faut des moyens d'accompagnement qui sont tels que on permette à ces entreprises de s'épanouir. Et il faut revenir au respect des accords de Florence, par exemple, qui impliquait, n'est-ce pas, qui suggérait la nécessité, n'est-ce pas, de détaxer un certain nombre de choses pour que vive la presse écrite et pour que les entreprises de l'audiovisuel aussi aient à moindre coût des instruments qui permettent l'épanouissement médiatique. Voilà, il y a donc ce téléspectateur qui dit observer qu'il y a une certaine unanimité sur ce plateau, qu'on n'a pas invité, par exemple, les journalistes syndicalistes. Je voudrais tout simplement rappeler que le président du syndicat a été invité. Malheureusement, il a un problème de santé, c'est pour ça qu'il s'est excusé à la dernière minute. On l'a dit, il y avait une très grande mobilisation au Palais des Congrès et Afrique Média a essayé de promener son micro pour recueillir les avis des uns et des autres. Je vous propose de suivre à l'instant le Vox Pop qu'on a réalisé sur ces états généraux pour se faire un peu une idée non seulement de la réaction des uns et des autres, mais aussi de leurs attentes même de ces assises qui se sont achevées hier. Voici le Vox Pop. Nous avons décidé de rester vigilants à tout ce qui se passe avant, pendant et après les états généraux parce que nous avons la conviction que le ministère de la Communication a un agenda caché. Et nous avons appelé à la vigilance. C'est ce que nous appelons boycott actif. Nous disons il faut assainir, mais assainir par nous-mêmes. Nous ne reconnaissons pas au gouvernement le devoir d'autorégulation, c'est les journalistes eux-mêmes. Deuxième chose, ce qu'ils appellent aide publique à la presse privée, à la communication privée, nous estimons que c'est une mafia, c'est une injure à l'endroit des médias. Nous demandons la création d'un fonds de soutien à la presse avec un mécanisme de captation de fonds qui est connu. Nous avons des propositions concrètes par rapport à ça. Les patrons de presse ont émis un veto selon lequel il fallait que le gouvernement
fassent respecter les accords de Florence avant qu'eux, ils ne prennent leur responsabilité de payer la grille de salaire qui avait été convenue sur la base de la convention collective. Mais tout cela n'est que poudre aux yeux, parce qu'effectivement, le gouvernement a les moyens d'amener les patrons de presse à payer convenablement la presse, pour qu'on ait une presse professionnelle et on ait une presse sérieuse. L'appel a été quelque chose de vicieux. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas associés dès le départ aux consultations d'un projet où le gouvernement et le ministre de la Communication travaillent depuis 3 ans. Nous avons été associés il y a à peine quelques semaines et lors de la réunion où nous sommes allés en pensant qu'il fallait présenter notre plan, présenter les idées, présenter des solutions par rapport aux problèmes que rencontrent les hommes et les femmes de médias, on a trouvé que tout était déjà prêt, tout était déjà arrêté, donc notre voix ne portait plus et ceux qu'on a choisis pour diriger les commissions ne sont même pas des journalistes, ils sont des fonctionnaires, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne connaissent pas nos difficultés. C'est normal que des professionnels revendiquent et que l'enjeu dans notre profession, c'est la dignité. Maintenant, la question, c'est chacun choisit ses modes et ses interlocuteurs. Qui est responsable des bas salaires? Qui est responsable de notre précarité? Qui est responsable des conditions dans lesquelles nous travaillons? Ce sont les patrons de presse. Les patrons de presse sont ici aux États généraux. Pourquoi? Parce que nous constituons un corps avec des contradictions, avec des conflits, ce qui est normal. C'est normal que le gouvernement ait sa ligne de conduite et que nous, corporations, nous ayons la nôtre. Maintenant, comment faire entendre notre voix? C'est une plateforme qui pour moi est une plateforme où on peut faire entendre nos voix, mais surtout bâtir un consensus pour la corporation. Le plus dur, c'est pas d'organiser des états généraux, c'est qu'il y ait un suivi après. Et au Cameroun, on est presque habitué à ce que dans chaque secteur, quand ça va mal, on fait des états généraux. Et après, ça n'avance pas beaucoup. Il y a eu des états généraux dans tellement de secteurs. Je suis un peu sceptique. Mais bon, attendons peut-être de voir. Peut-être que c'est la bonne cette fois-ci. Entre hommes de médias, il faut qu'on se dise la vérité. Nous devons nous-mêmes nous auto-réguler. Savoir qui est journaliste, qui ne l'est pas. Ça, c'est un débat de fond. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est journaliste. Est-ce que on s'entend déjà sur cette définition? Je pense qu'à partir de là, on va faciliter aussi la tâche au pouvoir public en allant voir les pouvoirs publics pour leur dire, écoutez, il y a des questions de viabilisation de la presse, notamment les questions de son financement, les questions de la fiscalité. Ça, ce sont des questions qu'on peut débattre si on est, j'allais dire, professionnel. On ne va pas aller voir les pouvoirs publics avec des brebis galeuses. On ne peut pas se permettre de mettre en place un tel événement et faire preuve d'autant d'amateurisme. Moi, je suis profondément blessé que les canons de l'événementiel ne soient pas respectés. Vous n'avez pas vu une seule insertion dans un journal. Vous n'avez pas eu un seul spot, sauf si chez vous, il y en a eu. Vous n'avez pas vu un spot radio. Il n'y a pas eu une banderole dans la rue pour annoncer l'événement. Pour faire en sorte que le public sache qu'un événement comme celui-là se tient. Vous arrivez sur le site, eh bien, c'est à peine si ce n'est pas vous, l'invité, qui allait accueillir les organisateurs. Vous êtes en salle où il y a 2000 personnes, grand succès, il y a 2000 personnes, on est en train d'installer la stono. On est en train d'installer le haut-parleur et faire des tests. Je trouve ça inadmissible. Je crois qu'il était temps, après 18 ans, de se retrouver, de parler, en se regardant dans les yeux, en se disant un certain nombre de vérités. Par exemple il ne faut pas dénoncer sans preuve. Par exemple, il ne sert à rien de traîner l'honorabilité des gens dans la boue. Qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut dire et d'autres. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Qu'il y ait ce cadre-là consensuel dans lequel les professionnels, quel que soit leur bord, se retrouvent, qu'ils le reconnaissent comme le cadre pouvant régir la profession. The committee is here to lay down parameters that will help us successfully transition from analog to digital. You know that everything now is changing, you know, with the fiber optic that we are putting in place. The whole world is going digital now. And how are we going to do it in Cameroon? Because we don't see anybody, we don't see any signs of people getting ready, you know. So our worry and our concern in my committee is, will Cameroon be ready
to move to 2015, in 2015 to move to digital. If we don't, then we may not have radio or television in this country because the whole world would have transitioned without us. Voilà une sorte de diversité dans les opinions des uns et des autres au sujet de ces états généraux de la communication. Alors Soulé, on a tous suivi que vraiment c'était divergent. Oui, et je voulais n'est-ce pas, réagir par rapport à ce SMS des téléspectateurs qui que nous respectons. Pas signé. Oui, nous respectons, n'est-ce pas, c'est son point de vue. Mais je voudrais quand même qu'on... Je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il veut que les panélistes se battent pour Bakar. Nous sommes tous ici des journalistes et nous parlons, n'est-ce pas, des États généraux. Je pense qu'avant les États généraux, il y a eu tout un débat s'il fallait y aller, ne pas y aller. Et on s'est rendu compte que, de toutes les façons, avec ou sans nous, le gouvernement avec son agenda, il tiendra ces États généraux. Et avec ou sans nous, les résolutions s'appliqueront sur nous. Et fort de cela, nous avons pensé qu'il fallait y aller. Et nous y sommes allés. Maintenant, je crois que selon la manière que vous menez ce débat, vous n'êtes pas revenu sur la bataille, fallait-il ou ne fallait-il pas y aller. Il s'agit aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui peut être fait, quelles sont les attentes. Est-ce que tout au moins cette fois-ci, après 18 ans d'attente, les retrouvailles comme on a vu, vous avez entendu Charles de Gaulle lui-même dit, il fallait se retrouver, il fallait. Est-ce que ce n'est pas dans le sens, n'est-ce pas, de l'amélioration du débat? Et l'autre chose que je voulais dire très facilement, pour terminer, je pense que beaucoup de personnes qui étaient aux États généraux de 94, qui ont laissé pourrir la situation 18 ans durant, je ne vais pas citer les noms, doivent comprendre que si il y a eu infiltration, s'il y a eu tellement, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, permettez-moi la grosserie, de bordel dans la communication, c'est parce qu'à un moment donné, on a pensé qu'il fallait opposer les hommes des médias contre eux, et cela, n'est-ce pas, jouer en faveur du régime. Aujourd'hui, le régime n'en a plus besoin, et il faut, en même temps qu'on parle d'assainissement, et il faut qu'on ait quand même, n'est-ce pas, une ligne de conduite, de démarcation, qui nous permette de faire de la presse camerounaise et des médias camerounais, et même de la communication au Cameroun, une communication citoyenne. Le dire, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument faire... Se bagarrer. Voilà. C'est donc bien dit. On pense que les États généraux se sont tenus. Le vin est tiré, comme on dit. Maintenant, on attend que celui-ci puisse se boire. Et c'est la grande attente d'abord des acteurs, mais aussi du grand public qui espère que... Remarquez que même le SNJC n'a pas dit non aux États généraux. Ils ont prôné le boycott actif. Mais le président du syndicat dit qu'il faut être vigilant, il faut être regardant, il faut par un pointillisme, n'est-ce pas, voir comment est-ce que ça va se passer. Donc il y a une situation de veille que le président du SNJC semble annoncer à travers son propos tout à l'heure. C'est pour dire que tout au moins... On était d'accord que 18 ans après, il fallait que la presse, la communication se regarde dans un miroir. Voilà, on va embrayer tout de suite sur le second thème. On ne va pas prendre de transition puisque le temps nous tient à la gorge. On parle donc du rapport de la CONAC qui a été rendu public, mais également l'affaire Franck Biya qui fait du bruit à travers donc les colonnes de journaux sur les plateaux de télévision et de radio. Alors le commentaire est donc maintenant appelé de la part de nos invités. Alors le président... j'allais dire Delors Machelin Kamden, qui n'a pas pris la parole depuis. Alors, vous avez certainement eu à suivre le rapport de la CONAC, qui fustige un certain nombre de comportements qui semblent avoir la peau dure, notamment dans ces grands chantiers. On parle du port en eau profonde de Kribi, où la question des indemnisations aurait entraîné des détournements de fortes sommes d'argent. On parle également du projet de l'Ompangar, où là aussi on a noté des comportements très peu orthodoxes, en matière donc de gestion de fonds. Et la CONAC semble dire que les Camerounais aujourd'hui ont trouvé d'autres moyens de détourner de l'argent public. Et donc, quel commentaire peut-on faire de ce rapport-là et surtout aussi de l'affaire Franck Biya? On a essayé de lier les deux parce que c'est un peu des affaires à polémique. Oui, je commencerai par parler de la CONAC, que je connais très bien. Parce que la Ligue camerounaise des consommateurs est membre
de la coalition des organisations qui luttent contre la corruption et qui est rattachée à la CONAC. Donc, au cours de la dernière réunion qu'on a eue, c'était moi le porte-parole de la société civile. Donc, je connais très bien comment fonctionne la CONAC. La CONAC est en train de montrer qu'on peut lui faire confiance. Elle a des méthodes de fonctionnement transparentes. Et ces méthodes-là permettent à ce qu'on puisse avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Puisque par le passé, les gens avaient dit des tas de choses, les gens avaient morcé la CONAC en croyant que c'était un instrument de trop, de plus, qui n'allait servir à rien. Mais on constate aujourd'hui que le pasteur Massingams et toute son équipe est en train de faire un travail qui donne des résultats et qui donne même des noms. Hein, bon, et vous ne voulez pas penser des noms, mais c'est que la CONAC, si ces noms figurent, c'était Marafa, c'était plus d'autres personnalités, Elvis Ngolé, le procès Mendozé, tout ça là, dans le cadre des indemnisations de profondeur de crédit. Donc voilà un travail fait. C'est-à-dire qu'on dit, les voici. Ou les gens qui ont établi des titres. Voici les barreaux d'Afrique blanc. C'est ce que la CONAC dit. Que voici les barreaux d'Afrique blanc. Donc maintenant, il est question que le TCS, c'est-à-dire que le tribunal, et le TSC, le tribunal spécial, le tribunal criminel spécial, qui est dirigé par un magistrat de haut vote, en hiérarchie et qui intègre, en l'occurrence, M. Yap Abdou, que je connais très bien. Vous attendez à ce qu'ils se saisissent de ces affaires. Oui, donc ce tribunal-là doit se saisir de ces affaires. C'est-à-dire que ceux qui ont été électés par la CONAC. Parce que la CONAC a un précédent rapport qui a fait tomber des têtes, parmi lesquelles l'ancien ministre des Travaux publics. Bien que ça ne soit pas directement prouvé. Non, ça a été prouvé. Ça a été prouvé que ceux qui n'ont pas confiance à la CONAC doivent changer d'avis. Et tout faire pour que la CONAC continue à faire tomber des têtes. C'est-à-dire que c'est la CONAC, chaque fois qu'un acte de corruption est posé dans votre environnement, il faut saisir la CONAC. Donc je pense que ça, c'est ce qu'elle veut faire. Et je réitère notre soutien, notre appui inconditionnel à la CONAC. Vous avez vu le rapport que la société civile, membre de la coalition, a fait. C'est-à-dire que nous sommes allés sur le terrain, nous avons remarqué qu'il y avait des chantiers abandonnés, qu'il y avait d'autres choses qui n'étaient pas faites. On devient à la CONAC, on a donc sorti le rapport de la société civile qui est dans la coalition qui lutte contre la corruption. Donc j'exhorte les autres Camerounais à également rejoindre cette structure, c'est-à-dire à revenir permettre à la CONAC d'avoir les éléments. Puisque les actes de corruption sont parfois posés auprès de nous. Mais nous fermons les yeux. On va faire comment là doit cesser. Les Camerounais doivent comprendre que si quand je dis qu'on va faire comment, ils vont rester derrière. Alors, que vous dites maintenant, concernant 100 milliards l'affaire Frambia, ceux qui disent 100 milliards ne nous ont pas apporté les preuves de 100 milliards. Il faut qu'on cesse de nous divertir. Les Camerounais ont leurs mots qu'on connaît. Leur mot, c'est la famine, c'est la lutte contre la corruption, c'est ça. Les affaires de Frambia, Frambia est l'un des rares fils d'un chef d'État invisible. Moi, j'ai presque une vingtaine d'années de journalisme. Je n'ai jamais vu Frambia. Je ne l'ai jamais vu. Et il fait des affaires. Je dis que moi, je n'ai jamais vu Frambia. De voir, et je dis bien, en tant que journaliste, 20 ans environ, je ne l'ai jamais vu. C'est parfois, parce que j'ai habité pendant longtemps en face de la blancherie Select. C'est parfois, c'est une personne qui me disait que Frambia vient souvent vers 23h. Mais moi-même, j'ai essayé de guetter de temps en temps, je ne l'ai jamais vu. Donc vous estimez qu'il est effacé, qui est effacé, qui n'est jamais visible, qui ne fait pas du tapage, du boucan, comme certains fils de ministres viennent en boîte acheter 10 bouteilles de champagne. C'est-à-dire qu'ils achètent des champagnes comme dans du cuvette. Vous voyez un Camerounais assis là avec des jolies filles, 10 bouteilles de champagne, le fils de ministre, alors que le fils du président, lui vient incognito, et que des politiciens du dimanche viennent se servir de certains journaux pour dire que Frambia a détourné 100 milliards sans preuve. Nous voulons les preuves que Frambia a détourné 100 milliards. Pour le moment, nous n'avons pas les preuves. Et pour le moment, nous considérons que Frambia est le digne fils du président Paul Biya, et qui ne fait pas de bruit, qu'il est le fils du chef de l'État, qu'il est le seul fils du président de la République qui est effacé, qui ne se mêle pas à la gestion de la cité.
qui n'est pas mêlé dans les affaires de corruption, qui n'est pas mêlé dans les affaires de tapage et de moquerie de l'assurance du peuple. Et l'autre jour, quelqu'un m'a dit, oui, pour finir, tu aimes beaucoup payer, pourtant pour finir, c'est le temps, oui. Mais l'autre jour, quelqu'un m'a dit, président, toi-même tu t'es pas le peuple, mais je vais te dire quelque chose sur Frambia. Frambia a aidé un commerçant du marché central qui est allé voir, je ne sais pas comment il a fait pleuvoir, mais par exemple que Frambia est venu récupérer sa voiture dans une laverie. Le gars avec Frambia il est venu. Et j'ai un problème pour l'action au commerce. Frambia lui a donné 4 millions. 4 millions de bottes de... C'est un homme de cœur. Frambia, c'est un homme de cœur, même que son père. Voilà, il est même plus bien que son père, Frambia. On a compris. Alors, François s'est déjà fait le rapport de la CONAC et puis l'affaire Frambia, en notant quand même que, en suivant la radio nationale, j'ai suivi personnellement une enquête qui a été menée par un grand journaliste de cette chaîne de radio qui estimait donc que par rapport à ces 100 milliards de francs CFA, il s'agissait d'une affaire de titres de Camtel, mais que ces titres avaient été revendus à l'État par la société Afrione qui appartient à Frambia, et que l'État, au moment d'acheter ces titres, puisque c'était avant terme, les a achetés à bas prix. C'est-à-dire, on a opéré une soustraction de 30%, ce qui veut dire qu'au lieu de 94 milliards, c'est finalement revenu à 6 milliards que Frambia, à travers sa société, avait vendu ces titres. Bah écoutez, nous allons commencer par la CONAC et comme vous l'avez dit, le temps nous tenant par la gorge, pour dire que on ne peut pas prétendre que la CONAC ne fait pas son travail. Mais est-ce que la CONAC fait tout son travail et rien que son travail? Ça restera un débat. Bon, seulement aujourd'hui, nous n'avons pas eu un seul rapport de la CONAC qui a été contesté. Ce qui veut dire que s'ils disent des choses, nous avons la faiblesse de penser que la CONAC se veut responsable et c'est pour ça qu'elle ne va pas vite en besogne. Mais ces rapports ne prospèrent pas. Ces rapports ce n'est pas la CONAC qui doit sanctionner. Le travail de la CONAC, c'est de dénoncer, d'apporter des preuves de sa dénonciation. Maintenant, le reste, c'est à la justice. Voilà. Alors maintenant, vous savez qu'il y a un autre débat qui dit que la justice, en ce qui concerne l'opération Épervier, n'est pas très regardante. Elle attend des ordres, elle est aux ordres. Bon, ça c'est encore un autre débat. Je précise juste que les textes qui créent le TCS, le tribunal social, demandent de se saisir et des dénonciations. Donc c'est pour... On dit que si le rapport de la CONAC n'est pas utilisé à bon escient, la faute n'est pas à la CONAC, mais à ceux qui doivent faire ce travail. À ceux qui sont chargés de prendre des décisions. Et je devrais, sur la suite du président, dire que, au fond, la bonne question c'est à qui profite le crime. Et à ce niveau-là, moi je n'ai pas besoin de donner une réponse. D'ailleurs c'est une question à quelques milliards. Bon, maintenant pour ce qui concerne le problème Franck Biya, voyez-vous, le Camerounais aime ramener tout le monde à la boue. Est-ce que Franck Biya est honnête? Est-ce qu'il est malhonnête? Ça ne peut pas être mon problème. Le problème qui nous amène Franck Biya sur la face du Cameroun, c'est un problème d'achat de titres. Parce que les caisses de l'État avaient besoin d'argent. Ce qu'il fallait, c'était quoi? D'acheter des titres qui étaient pendants pour permettre à l'État d'être liquide.